Hello les icos, c'est Cam de la chaîne Musico Room et dans cette vidéo, on va voir comment harmoniser une chanson qu'on souhaite arranger musicalement. Dans cette vidéo, je vais pas vous baratiner avec de la théorie chiante. De toute façon, j'aime pas la théorie chiante. Je vais plutôt vous montrer comment j'harmonise au feeling, tout en vous expliquant pourquoi ça marche. Et c'est le pourquoi qui va vous permettre de comprendre les rouages de l'harmonisation. Cette vidéo, elle est encore de niveau 3 ou fin niveau 2, parce que j'explique des trucs quand même pas mal en profondeur. Je trouve que c'est en comprenant la logique du truc qu'on arrive après à bien faire les choses sans plus avoir à se soucier de la théorie, tout en étant capable d'expliquer pourquoi on fait telle chose. Mais on va pas renier sur les bases qu'il y a à savoir pour commencer à bien s'amuser. Alors, j'ai voulu prendre comme point de départ une musique simple et jolie et vous montrer comment j'ai procédé pour ajouter des instruments dessus. Mais j'avais pas envie d'utiliser n'importe quelle musique comme base. Je me suis dit que ce serait beaucoup plus intéressant de vous faire au passage découvrir un artiste. Je dis bien découvrir parce que je suis persuadée que personne ne le connaîtra, sauf peut-être les 10 gentils pécores avec qui je discute sur le Discord de la chaîne, vu que j'ai vendu la mèche avant l'heure. Il y en a peut-être certains parmi vous qui ont déjà vu la série japonaise Midnight Dinner. Il y a 3 saisons qui ont seulement été diffusées au Japon, et seule la 4e saison a été diffusée sur Netflix. La série est sur un mec qui ouvre son restaurant convivial de minuit à 7h, et dans chaque épisode, tu suis une histoire différente qui concerne des clients qui viennent dans son restaurant. Au fur et à mesure des épisodes, les clients récurrents au resto sont toujours là et aident même les nouveaux arrivants à résoudre leurs histoires. Et ce ne sont que de jolies histoires. Cette série est hyper touchante, tant par son aspect humain, simple, mais profond. Et c'est exactement la même description que je peux vous donner des musiques de Sumar, qui a participé à la BO de cette série. Sa musique représente l'âme de la série, simple mais profonde. Et donc, j'ai contacté Sumar pour lui demander s'il m'accordait d'utiliser une de ses musiques pour vous faire cette vidéo. Contre toute attente, il n'a pas seulement accepté, mais il a tourné une vidéo spécialement pour nous tous à la fin d'une semaine chargée, puisqu'il était en tournée. Et elle est parfaite pour ce qu'on va faire. Arigatou gozaimasu, Sumar-sama. Mais en réalité, on lui a donné l'idée de faire cette vidéo, qui au-delà de s'adresser à nous, peut servir de base à des musiciens qui auraient envie de faire leur propre arrangement de sa musique. Les seuls buts de Sumar sont de vivre de bons moments en musique, de faire de belles rencontres et de partager la musique en général avec un maximum de gens. Comme prévu, Sumar a partagé sa vidéo sur sa chaîne, et si vous voulez l'écouter ou même faire votre propre arrangement, je vous mets le lien de sa vidéo dans la description. N'hésitez pas à aller écouter d'autres de ses musiques, il en a beaucoup qui méritent le détour. J'hallucine du fait qu'il y ait des centaines de milliers de vues sur des chaînes tierces qui partagent les musiques de Sumar, mais sur sa chaîne à lui, il y a toujours très peu de gens. Bon, c'est pas tout, mais nous, faut qu'on se mette au boulot. Déjà, avant de commencer, faut que je précise que le principe d'harmoniser une musique est le fait de composer un accompagnement à une ligne mélodique conformément aux règles de l'harmonie. Nous, on a comme base une guitare-voix. La première chose à faire, c'est de l'écouter, bien sûr. Je vous en mets qu'un petit extrait, mais bien sûr, il faut l'écouter en entier plusieurs fois avant de commencer. Ikiatari battari, ikiatari battari, ikiatari battari yo. Kodomo no koro kara ikutsu ni natte mo ikiatari battari yo. Vu qu'en l'occurrence, on harmonise une musique existante, on doit retrouver les accords qu'il joue. Bon, pour le coup, je vous les ai déjà marqués. Ce qui va au passage permettre de connaître la tonalité du morceau. Du coup, on a plusieurs possibilités. Soit on retrouve les accords sur Google, mais c'est pas toujours possible quand on a affaire à des musiciens soit pas si connus ou étrangers, ou les deux. Si on sait jouer de la guitare, on peut retrouver ces accords en les copiant vu qu'on peut les voir là en regardant ses mains, en sachant qu'il est en capot 3. Ou alors, on retrouve la musique à l'oreille. Mais bon, en vrai, il y a plein de possibilités, on fait ce qu'on veut et selon comment on aime travailler, tant qu'on y arrive. Mais là, j'ai prévu de mettre Lucas au banjo dessus parce que le style s'y prête bien. Hey, comment ça mettre Lucas au banjo? Je suis pas ton instrument. Chut, ramène-moi ma bière là. Et Lucas a besoin de connaître les accords, il a donc fait un mélange de ces 3 solutions pour trouver sa ligne. Du coup, l'histoire du banjo, ça nous mène à la 3e étape, qui est le choix des instruments à poser en accompagnement. Le choix des instruments est très important parce que c'est en fin de compte le choix des sonorités, ce qui va être déterminant pour l'aspect final de la musique. Donc à partir de là, on a le choix entre faire un truc réfléchi ou se laisser porter par le hasard en testant des choses. Vu que là, c'est une belle collaboration inattendue, je veux faire un truc réfléchi. Et quand on réfléchit à ce qu'on va faire, à quoi on pense? À des frites. On pense d'abord à ce qu'est l'objectif musical de l'arrangement qu'on veut faire. Ici, l'objectif, au-delà de vous expliquer comment on harmonise tout ça, bien sûr, c'est que cette harmonisation mette en valeur sa guitare-voix.
C'est-à-dire que je vais chercher à faire un arrangement qui lui laisse le plus de place possible et trouver ma place seulement quand il me la laisse. Et pour ça, l'écoute et la réécoute sont importantes. Ça permet de bien entendre quand j'ai de la place pour rajouter des interventions plus conséquentes et quand il faut que je me mette en retrait. Quand Soumar s'exprime, je veux me fondre et accompagner sa musique tout en le mettant en valeur. On va voir si on va y arriver. Et d'un autre côté, je réfléchis aussi au style de musique qui est joué. Là, on est face à de la folk américano-japonaise. J'ai donc un large panel d'instruments possibles qui collerait parfaitement avec ce style-là. Mais je veux pas quand même en mettre trop parce que je veux laisser la musique respirer. Du coup, j'ai choisi d'utiliser du banjo, du violon bien évidemment, et éventuellement de l'alto s'il y a besoin d'harmoniser le violon avec des sons plus graves, et enfin de la contrebasse. Il manque presque un jug avec marqué XXX dessus. What is jug? Disneyland copyright. Ouais mais non, on n'en a pas. Je vous refais pas le topo, la contrebasse ce sera un VST. Ça montre bien qu'on peut être limité en possibilités. Il y a plein de blocages possibles. Déjà, avec le nombre d'instruments différents qu'on a à disposition et nos capacités à en jouer, si on ne sait jouer que d'un instrument et qu'on préfère que d'autres musiciens s'occupent de jouer les autres instruments qu'on maîtrise pas, ou si on a des VST pas assez complets, ce qui est le cas comme moi si on utilise seulement des versions gratuites, ou si on n'a pas du tout de VST, ou encore si on veut absolument pas utiliser de VST. T'as fini de dire VST? MST? IST. OST, Musicorum, je te rappelle. Voilà, faut faire avec ses contraintes et ses envies personnelles. Moi, je fais à ma manière. Même si on réfléchit en avance à ce qu'on va faire avant de se lancer, il y a toujours une phase de test, évidemment. Par exemple, Lucas a hésité à mettre de l'harmonica dessus, mais son harmonica n'était pas de la bonne tona. Et moi, j'ai hésité à mettre du piano un peu jazzy, mais ça aurait juste alourdi l'arrangement sans rien ajouter du tout. Vous voyez, je vous montre pas tout, sinon la vidéo durerait trop longtemps, mais on essaye toujours des trucs qu'on laisse de côté. C'est parti pour arranger tout ça. La première chose qu'on a décidé d'enregistrer, c'est le banjo de Lucas, tout simplement parce que le banjo et la guitare sont harmonieusement complémentaires dans la musique folk. Aussi, le banjo étant percussif, vu qu'il est joué avec des plectres en métal, il pourrait limiter l'intervention d'éventuelles percussions, donc il vaut mieux trouver sa ligne avant le reste. Oui, parce que je l'ai pas mis dans la liste des instruments sélectionnés, mais il y aura peut-être des percussions. Un jug? Le rôle choisi par Lucas a un rythme stable et léger pour ne pas noyer les notes de la guitare. Iki atari battari Iki atari battari Iki atari battari yo Kodomo no koro kara Ikutsu ni natte mo Iki atari battari yo. Il joue les mêmes accords que la guitare, adaptés au banjo bien évidemment, sauf un accord qu'il a préféré harmoniser différemment. Et en plus c'est celui qui est répété le plus souvent, celui qui définit donc la tonalité du morceau. Lucas est un rebelle, il joue pas la tonalité du morceau. En fait, au lieu de jouer ça, il joue ça. C'est là qu'on va se lancer dans un truc... Bon, ça peut vous aider à démystifier les rouages de l'harmonisation. Bon, c'est un peu présomptueux, mais c'est pour pas que vous fuyiez. C'est une chose qu'il faut savoir, que l'on peut très bien ne pas jouer l'exact même accord que l'autre personne joue, mais une variation de cet accord. Ça, c'est quand on veut assaisonner un peu le plat pour lui donner le goût qu'on préfère. Et pour le goût, une pointe de sel de Guérande. Et c'est prêt. Voilà. Bon appétit. Quand on cherche à obtenir une brillance particulière à la musique qu'on harmonise. Mais je peux pas vous dire ça sans vous l'expliquer. Parce que c'est bien beau de tout faire au feeling, mais une fois qu'on pige ce qu'on fait au feeling, tout devient quand même vachement plus simple. Soumar joue un mi bémol. Mettons la gamme de mi bémol ici. Comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, quand t'as quelqu'un qui joue un accord, les notes que tu as le droit de jouer quand il est sur son accord, ce sont les notes de la gamme associée à cet accord. Je mets des guillemets parce que je vais finir par me contredire dans cette même vidéo, mais pour le moment, considérons ça pour ne pas nous embrouiller. Dans la gamme de mi bémol, on a mi bémol, fa, sol, la bémol, si bémol, do, ré. Maintenant, on va comparer l'accord de Lucas joué au banjo avec cette gamme. L'accord de Lucas, c'est mi bémol, do, mi bémol, fa. Toutes les notes que Lucas joue sont dans la gamme de mi bémol majeur, accord que joue Soumar. Mais pourtant, ce n'est pas le même accord, c'est un mi bémol sixte neuvième, parce que Lucas joue la sixte et la neuvième, alors que le mi bémol majeur, tu joues la tierce et la quinte. Mais vu que toutes les notes de cet accord sont dans la gamme de mi bémol majeur, ça explique que quand Lucas a essayé de bouger des doigts pour voir ce que ça donnait, ça collait bien.
Vous comprenez un peu mieux pourquoi l'harmonisation marche entre ces deux accords qui sont pourtant différents. Mais du coup, si ces deux accords sont basés sur la même gamme, pourquoi ils ne sonnent pas pareil? C'est tout simplement parce que c'est une association différente d'intervalles, et chaque intervalle a une couleur différente, ce qui produit forcément une sonorité différente. Si je prends comme base ma gamme de mi bémol majeur, je peux m'amuser à faire plein d'associations de notes différentes avec, et tout ça ce sont des accords différents que Lucas aurait pu tester de jouer en même temps que l'accord de mi bémol majeur de Sumar, vu que leurs notes sont dans la gamme de mi bémol majeur. Certains auraient collé, d'autres non, mais tout dépend du résultat qu'on veut. Nous on veut rester dans l'ambiance qu'a su créer Sumar avec sa musique. Et apparemment le mi bémol 6/9, il était bien pour garder cette ambiance tout en dirigeant un chouïa la couleur vers quelque chose d'autre, et c'est pourquoi il est venu assez naturellement à Lucas. Et ça change la couleur de l'accord, et a fortiori de la musique, mais en l'occurrence ça reste toujours dans l'univers de Sumar. Vous avez dû voir que j'en profite discrètement pour vous glisser des prémices d'explication sur comment marche la composition des accords, et pourquoi ils ont des noms à coucher dehors parfois. En fait tout est logique, tout n'est qu'une question d'intervalle. C'est pour ça que le mi bémol sixte 9e, c'est juste que c'est un mi bémol où on joue la sixte et la 9e, en fait c'est pas plus compliqué que ça. Mais franchement, si vous m'avez suivi jusque là, vous êtes des flèches. Il ne faut pas oublier que là, on harmonise avec deux instruments différents qui ont une sonorité différente. Et ça peut jouer dans le fait que la sonorité finale soit agréable ou non, quand on joue deux accords un peu différents en même temps. Le banjo et la guitare sont tous deux des instruments à cordes pincées, mais le son percutant du banjo joué au plectre est suffisamment distinct du côté doux de la guitare jouée au doigt pour ne pas faire un cafouillis dégueu et au contraire bien s'y associer, tout en mettant les sonorités de la guitare en valeur. Ah bah c'est plutôt bien pensé pour un instrument de plouc. A l'inverse, si les sons se noient entre eux car ils sont trop similaires, ça peut parfois ne pas donner le même résultat et donner de la grosse merde. Il faut aussi jouer sur les balances évidemment, parce que le banjo sonne très fort. Mais ça on ne s'en occupe pas vraiment tout de suite, même si on fait une première balance brouillon. Pour le banjo, on est bon pour le couplet et le refrain. Vu qu'il va être un instrument pilier du morceau, il ne va pas sortir de sa ligne, il ne va pas faire de variation. Ce qui va le plus varier, c'est le violon. On passe donc au violon. Les variations, comme je vous ai dit, ce sont les violons qui vont les apporter. Évidemment, parce que c'est mon instrument de base. On revient au fait de s'adapter à ce qu'on a à notre disposition. Si vous avez qu'une guitare, vous auriez pu trouver une ligne avec un son ni trop proche, ni trop éloigné de celui de Sumar, en essayant de jouer sur la hauteur de vos notes pour qu'elles ne se confondent pas avec l'autre guitare, aussi en jouant sur l'attaque des notes, ou sur les réglages pour trouver le son adéquat si c'est une guitare électrique ou électroacoustique. Vous voyez l'idée. Donc, le violon. Avant même d'avoir pensé à des nappes, j'ai directement pensé à des pids sur le couplet. La musique demande à être rythmée, et là, quand on écoute la guitare, on sent que les contretemps ont envie de s'exprimer. Je le ressens bien, pas vous? Non mais y'a que toi que ça fait kiffer les contretemps, hein. Et vu que le banjo appuie déjà sur le temps, nous on va squatter le contretemps. Ikiatari battari Ikiatari battari Ikiatari battari yo. Hé hé, on peut danser comme ça maintenant. Poupée, 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 poupée. Ouais, en tout cas parlons un peu du choix de mes notes aux pids. J'ai fait deux pistes de pids. Une dans les notes graves du violon, l'autre dans les aigus. Dans les graves, quand Sumar joue son mi bémol, accord principal du morceau, je fais un si bémol et un mi bémol. Et dans les aigus, un sol et un mi bémol. Je reste donc la plupart du temps pile poil dans l'accord de mi bémol majeur. Et c'est tout simplement pour appuyer, en contretemps, là où il y avait de la place pour jouer, sur l'accord de base joué par Sumar. Subtil. En fait, tu veux bien montrer que je me suis gaufré en ratant mon accord. Non, mon cher Lucas, c'est seulement pour que la couleur originelle du morceau reste toujours présente. D'ailleurs, il y a une variation où j'appuie sur l'accord joué par Lucas, son mi bémol 6/9. Voilà, t'es content? Ouais, plutôt, ouais. Dans tous les cas, je le fais pas pour te faire plaisir, c'est pour faire le lien entre la ligne de la guitare et celle du banjo pour unifier le tout et soutenir les deux instruments. Tout ça sur les contretemps. De toute manière, elle a toujours mieux. Il y a toujours au moins un violon qui fait un mi bémol, sauf sur l'avant-dernier accord du couplet qui de base s'éloigne beaucoup trop de la tona du morceau et de la gamme de mi bémol. En plus, ne pas jouer un mi bémol à ce moment-là permet d'avoir une certaine satisfaction quand on revient sur le mi à la fin de la phrase musicale. Ça conclut bien le couplet avant de passer au refrain. Mais on voit déjà bien que la note qui est la tona du morceau peut être jouée quasiment pendant tout le couplet. C'est un truc à savoir. Une tona c'est comme un paix, ça englobe un peu tout. J'ai pas trouvé mieux comme analogie. Le couplet, je l'aime beaucoup pour le moment. Il est pas fini bien sûr, on n'a pas tous nos instrus encore, mais il est déjà très rythmé, ce qui appuie son côté majeur et heureux.
Là, on arrive au refrain. Et le refrain, il est un peu plus mélancolique que le couplet. Donc on va aussi aller dans ce sens-là. On va pousser à la mélancolie. Au violon, il suffit de passer des pids aux nappes. Mais avant de faire mes nappes, j'ai une autre idée. On remarque que Soumar termine son couplet longtemps avant l'arrivée du refrain. On a donc le temps de rajouter une petite entrée en matière avant le refrain. Et des nappes pendant le refrain, comme prévu. 子供の頃からいくつになっても行き当たりばったりよ Pour ce premier violon, je fais un Do, Ré, Mi bémol, les notes de la gamme de Mi bémol majeur, encore une fois. Et le deuxième violon, je vais simplement le mettre à la tierce de mon premier violon. Ça, c'est un truc dans l'harmonisation auquel on pense en premier. La tierce et la quinte aussi. C'est ce que j'ai toujours fait au violon en groupe quand je devais trouver une ligne alors que j'étais dans un jour de manque d'inspiration. Et il me suffisait d'écouter la ligne qui ressortait le plus dans le morceau, je la refaisais à la tierce, et c'était dans la poche. On peut aussi passer à la quinte selon ce que ça donne. Quand tu dois improviser du chant pour quelqu'un qui a besoin de toi à la dernière minute, pareil, tu écoutes sa ligne et tu chantes le refrain à la tierce et c'est souvent gagné. Là, je vous ai juste balancé cette technique de Clodo qui peut vous sauver très souvent si vous êtes un musicien glandu à l'arrache qui se met à devoir jouer pour d'autres gens sans préparation, mais qui veut quand même faire bonne impression. Glandu à l'arrache, sans préparation. Non mais je rêve, tu parles de moi là. Vous avez peut-être déjà entendu parler du terme empilement de tierces quelque part. Bah en fait c'est tout con, quand vous avez une note et que vous l'harmonisez à la tierce, vous avez évidemment un premier intervalle de tierces. Et si vous rajoutez la tierce de la deuxième note, vous avez un empilement de tierces. Et la note du haut, si elle est la tierce de la deuxième note, elle est la quinte de la première note. C'est pour ça qu'on utilise souvent la tierce et la quinte en harmonisation. C'est parce que dans la construction d'un accord, les empilements de tierces sont la base. C'est comme ça qu'on joue les accords de base. La première tierce détermine la couleur de l'accord, car si on fait une tierce mineure, l'accord sera mineur. Si on fait une tierce majeure, l'accord sera majeur. Je vais pas aller tout de suite plus loin dans les explications, il faut déjà le temps de digérer tout ça. Mon violon à la tierce sur le refrain, il donne ça. 子供の頃からいくつになっても行き当たりばったりよ Certains d'entre vous avec des oreilles de lynx... Avoir des oreilles de lynx, c'est avoir des petits poils sur les oreilles. Mais je crois que ton expression, c'est œil de lynx. C'est pas œil de taupe? Non, ça, celui qui a l'œil de taupe, c'est lui. Ah ouais, mais en fait, il nous suit partout, lui, maintenant. On a un tabouret. Quand on s'assoit dessus, on se retrouve sur un autre tabouret dans une taverne. Non, mais les lynx, ils ont des grandes oreilles aussi, non? Ils sont surtout connus pour les poils sur les oreilles, quoi. Bon, bah, ceux d'entre vous avec des oreilles de Dumbo ont remarqué que mon deuxième violon n'accompagne pas le premier à la tierce majeure, mais à la tierce mineure pendant le refrain. Attends, y a un problème là. Tu nous dis qu'on est en mi bémol majeur et tu fais une tierce mineure. Bah en fait, pendant le refrain, la ligne mélodique chantée par Soumar va commencer sur un Do aigu et se terminer sur un Do grave. 子供の頃からいくつになっても Cette ligne fait tendre la couleur de la musique vers le mineur. Oui, mais ça ne dit pas pourquoi ce serait le Do qui ressort si notre tonade de base c'est le mi bémol majeur. Alors, on va y venir. Si je joue ma gamme de Mi bémol majeur, et qu'ensuite je vous joue ma gamme de Do mineur, est-ce que vous voyez le truc qui cloche? Vous avez 5 secondes pour trouver c'est quoi le truc, mettez pause si vous voulez plus de temps. La réponse, c'est que je joue les mêmes notes. Attends. Quoi? Et là, vous avez le cerveau qui pète parce que vous vous rendez compte qu'il peut y avoir les mêmes notes dans une gamme majeure qu'une gamme mineure. Pourtant, c'est vrai. Et c'est pour ça que si vous vous intéressez à l'écriture musicale, vous verrez qu'il y a des armatures identiques à plusieurs gammes. Et ça, c'est parce que l'armature indique les notes que tu joues dans la partition. Et quand il y a la même armature pour deux tonas, c'est que tu joues les mêmes notes dans ces deux tonas. Et que donc, leurs accords vont naturellement ensemble. Vous pouvez télécharger MuseScore gratuitement pour voir sans effort quelles gammes ont les mêmes notes qui sont jouées. Dès que vous ouvrez un nouveau projet, ça vous demande la tona que vous voulez pour votre partition en vous affichant les armatures possibles. Donc c'est pratique. Je vous mets le lien de MuseScore en description si jamais il y en a que ça intéresse. Bon, on revient à nos histoires de Mi bémol majeur et de Do mineur. Si je vous joue les deux gammes en même temps, mon Mi bémol majeur et le Do mineur, ça produit une sonorité mineure. Ça c'est parce que les jouer en même temps, ça nous fait jouer que des tierces mineures. Hey, c'est marrant, ça me rappelle une musique ça. Putain, mais oui, j'avais jamais fait gaffe. L'accord de Do mineur intervient d'ailleurs pendant le refrain. C'est pourquoi j'ai harmonisé à la tierce mineure durant le refrain, car le morceau tend vers une harmonisation en Do mineur.
Et maintenant que vous savez ça, ça me permet de vous faire réaliser que si vous n'arrivez pas à trouver au feeling quels accords seraient bien à jouer durant un changement de phase dans une musique, savoir qu'il y a différentes gammes où leurs notes sont communes, ça peut déjà aider à savoir où chercher. Il y a des accords qui vont naturellement ensemble pour cette raison. Ça peut également vous aider en improvisation lors d'un jam. Attends, mais tu te rends bien compte qu'il y a la moitié des gens qui sont partis, là? Mais non, et puis de toute façon, j'en ai terminé avec les explications compliquées. Maintenant, c'est simple. C'est simple, c'est simple. Je vais vous expliquer le reste de ma démarche d'harmonisation. Le violon, je vais le faire varier un petit peu à chaque couplet et à chaque refrain. Jinsei Kiatari Battari est une musique linéaire. Il n'y a pas de montée en puissance, pas de variation majeure, c'est toujours la même chose, alors c'est aux instruments accompagnateurs d'apporter les variations si on en veut. Surtout qu'il y a quand même 6 fois le couplet et 6 fois le refrain, donc il faut faire varier tout ça. C'est pourquoi, au deuxième couplet, je rajoute mes violons en nappe qui vont se faire des questions-réponses, ça marche toujours bien. 行き当たりばったり行き当たりばったり行き当たりばったりよ Un autre couplet, je vais rajouter des pids en plus de ceux déjà présents, en question-réponse encore une fois. En plus de pids à la tierce de Sumar lorsqu'il chante sa dernière phrase. 行き当たりばったり行き当たりばったり行き当たりばったりよ Je fais pas souvent varier les couplets en fait. Ça c'est parce que déjà je veux pas trop empiéter sur l'univers de Sumar, donc alléger les variations, ça va bien dans ce sens. Ensuite, Sumar a laissé de la place pour un solo, et il suffit à lui-même à faire varier la fin de la chanson. Si on fait trop varier tout, ça devient un bordel inaudible où l'auditeur n'a aucun repère auquel se raccrocher. Et la dernière raison de pas trop faire varier les couplets, c'est que les refrains vont eux-mêmes varier vers la fin de la chanson. Passons donc au refrain. Le deuxième et troisième refrain, j'ai voulu les tirer vers les graves. J'ai pour cela rajouté un alto et mon VST d'ensemble de cordes graves. 路地裏くねくねあてもなく行くのがとっても好きなのよ En fait, ma démarche est simple. Je veux partir d'en bas pour arriver en haut à la fin de la chanson. Je veux partir des graves au deuxième et troisième refrain, en faisant varier ma ligne d'entrée en matière du refrain pour que l'apogée soit au dernier refrain avant le solo et qu'on reste en l'air jusqu'à la fin de la chanson. 暑い日は日陰で寒い日は日向でじっとしているよ散々迷って失敗するのもよくあることどうしようもないけどなんとかなってるそれでいいじゃないの Le solo, je le vois en dernier, car un solo bien construit, c'est un solo qui ne fait pas n'importe quoi, mais qui reprend une ou des lignes jouées par les autres instruments. Quelque chose qui l'ancre dans la chanson. C'est pourquoi avant ça, j'ai besoin d'avoir mes autres instruments enregistrés. On passe donc à la contrebasse. La contrebasse aurait peut-être été plus habituel de la faire avant le violon, normalement, mais je fais ce que je veux. Moi je préfère la faire après parce que je veux qu'elle soutienne le violon et appuie là où j'ai décidé que le violon allait appuyer. C'est juste parce que mon instrument c'est le violon. En tout cas, j'ai envie qu'elle soit rythmée, et entre la folk, la country et le jazz. Ce sera alors une contrebasse jouée au doigt. Je vais donc choisir un VST en pids. Je vous embête pas trop avec les notes que je choisis de jouer parce que je reste vraiment dans ma gamme de mi bémol majeur durant les couplets. En fait, je me suis amusé à jouer très peu de notes en retombant toujours sur le mi bémol pendant les couplets. 行き当たりばったり行き当たりばったり行き当たりばったりよ La ligne que j'ai trouvée, elle est sautillante, et je veux qu'elle soit sautillante tout le long de la musique, que ce soit pendant les couplets ou les refrains. Ce sont les cordes frottées qui déterminent la différence d'ambiance, donc la contrebasse n'a pas besoin de le faire. Mais ce qui va changer dans la ligne de la contrebasse, c'est avant le refrain. Sumar nous laisse de la place, comme je vous l'ai déjà dit, étant donné que sa ligne de chant du couplet se termine longtemps avant l'arrivée du refrain. Le violon introduit déjà le refrain avec un petit riff, et j'ai bien envie que la contrebasse l'accompagne. Et là, j'ai envie de faire une montée à la contrebasse, une montée de gamme. Mais le truc,
c'est qu'on part d'un mi bémol, parce que notre tona c'est le mi bémol, et qu'on doit arriver sur un do au refrain, parce que le refrain est en do comme je vous l'ai dit. Donc pour partir de là et arriver là, j'ai 6 notes dans ma gamme que je peux jouer. Mais la rythmique du morceau et la ligne du violon fait que je dois commencer sur un temps précis et que j'ai finalement 7 notes à jouer. Pour combler le trou, je pourrais redescendre sur une note plus grave ou répéter une note, mais je préfère personnellement sortir de ma gamme et faire un demi-ton parce que je veux que mes notes montent toujours. Et ça marche bien. En plus, le côté ouais, je sors de ma gamme, je suis comme ça va bien avec le fait que je voulais que la contrebasse fasse jazzy. Et durant les refrains, ça va être le contraire que les violons pour la contrebasse. Je vous avais dit que pour l'évolution de chaque refrain pour les violons, je partais du grave pour monter vers les aigus vers la fin du morceau. Mais les instruments basses comme la contrebasse, c'est plutôt quand on est dans les très graves que ça englobe tellement le morceau que ça rajoute de la puissance. Donc on va faire l'inverse. Je vais partir plus aigu au début, pour, une fois vers le dernier refrain, descendre en puissance, et j'aime bien ce terme un peu paradoxal, tandis que les violons s'envolent vers les aigus. Aussi, il est important de laisser parfois la musique respirer. Et pour ça, j'ai décidé de ne pas mettre de contrebasse après chaque refrain durant quelques temps, pour laisser de la place à Sumar qui achève avec sa dernière phrase de refrain. It's a long pause. Et au tout dernier refrain, le fait de ne pas mettre de contrebasse pendant un moment, ça laisse la musique en l'air, car contrairement aux autres refrains, Suemar ne chante pas sa phrase tout de suite. Et j'adore cet effet de musique en l'air avec une pause où il n'y a que des instruments aigus, t'as vraiment l'impression de planer. Après avoir enregistré tous ces instruments, on peut s'attaquer à la percu. J'ai hésité entre une percu qui fait schling ou une percu qui fait tch. Et j'ai choisi le bâton de pluie finalement, qui fait tch. Oui, je suis une très grande connoisseuse en percussion, ça se voit. Je l'ai choisi parce qu'on peut s'en servir à la fois de maracas et de bâton de pluie où tu fais couler les billes. Je vais donc faire tch à chaque contretemps et je vais accompagner donc les pizz du violon. Sauf au moment où Sumar laisse un long temps de pause pendant la musique. Là, je vais faire couler le bâton de pluie. Y a pas grand chose à dire là-dessus, c'est la base de faire tch en contretemps parce que normalement il y a un boom sur le temps, mais je considère que le boom il est fait par les autres instruments et qu'on n'en a pas besoin. On passe au chœur maintenant. J'ai beaucoup hésité à ajouter des chœurs à la voix, en grande partie parce que c'est du jap et que je suis débutante en japonais, donc chanter sans tout comprendre ce que je dis c'est un peu con, mais j'ai tenté. Et là, ce que j'ai fait, c'est chanter, comme je vous avais raconté plus haut, la ligne de Suemar à la tierce. Vu que c'est une musique folk, je peux me permettre de taper dans le cliché de l'harmonisation. Deuxième voix à la tierce, ça marche bien en l'occurrence. Durant le solo, comme je vous l'avais dit, c'est bien de le construire en faisant un clin d'œil à une ligne qui a déjà été jouée. Mon solo, je suis contente, je l'ai fait sans réfléchir, et j'ai gardé la première prise. Et ce que j'ai fait, c'est de le commencer par la montée que je jouais à la contrebasse, et que les violons avaient déjà repris dans la phase d'introduction des 2 derniers refrains. Donc j'ai repris cette ligne d'intro, et j'ai continué avec une de mes manières habituelles de faire un solo.
qui est de faire une vague. Je descends d'abord dans les graves, puis vers le milieu du solo, j'arrive vers les aigus, et je redescends vers les graves à la fin. Parfois, je ne fais que de monter dans les aigus si la musique emmène vers quelque chose qui doit rester en l'air. Ou je descends vers les graves dès le début pour monter vers les aigus à la fin. Là, j'ai choisi l'option de commencer dans les sons middle, du milieu, descendre dans les graves pour avoir plus de puissance quand je monte dans les aigus, et redescendre dans les graves parce que la ligne de guitare de Sumar se termine par un ralenti. Et je trouvais que ce ralenti est appelé à se terminer dans les graves. Mais ça, c'est que du feeling. いいじゃないのEt au final, ma ligne de violon solo, elle fait très fiddle, country, jazzy, et même un peu ragtime à la fin, c'est marrant. Et la fin du morceau va se terminer sans les pits au violon parce que je veux enlever ce côté très rythmé. Mais plutôt faire couler la musique jusqu'à la fin, où je termine justement par le bâton de pluie qui coule, avec la guitare de Sumar qui ralentit. そうだろうな Et voilà, ça m'a pris une bonne journée complète pour faire cet arrangement vu que je voulais qu'il soit bien fait. Restez jusqu'à la fin de l'épisode si vous voulez voir ce que ça donne plus globalement, pas seulement découpé en petits morceaux comme je voulais présenter. La semaine prochaine, je vous posterai une vidéo seulement musicale où vous pourrez l'entendre en entier. Je vais m'amuser à faire un petit montage. Ça me permettra d'avoir le temps aussi de faire des réglages finaux, les balances et les petits effets de reverb ou autres. Sumar a posté sur sa chaîne la vidéo qu'il m'avait envoyée pour cet épisode, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, donc vous pouvez aller la regarder. Je vous mets le lien en description. D'ailleurs, si vous aimez ce style de musique folk et si jamais vous avez envie de faire votre propre version d'harmonisation à partir de sa vidéo, je serais méga contente de l'écouter et Sumar sera aussi hyper content de l'entendre. Du coup, si jamais vous tentez l'expérience, faites-moi signe. Je vous ai aussi mis un site en description que j'ai trouvé super clair dans ses explications sur l'harmonisation, même s'il ne m'a pas servi pour faire cette vidéo, je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. J'en profite également pour vous parler d'une petite chaîne québécoise qui s'appelle Le Bon Trait d'Union, qui a sorti un documentaire de 15 minutes sur Sumar, intitulé « Être original au Japon ». Ce documentaire est super agréable à regarder et très touchant. Foncez regarder, je vous mets le lien en description. Encore un immense merci à Sumar, je ne le redirai jamais assez, allez voir sa chaîne YouTube, son Instagram, son Twitter, et on se retrouve très bientôt pour la petite vidéo clip d'arrangement complet de cette musique. Bon, je vous laisse maintenant, Sumar nous attend sur scène. 行き当たりばったり行き当たりばったり行き当たりばったりよ子供の頃からいくつになっても行き当たりばったりよ行き当たりばったり行き当たりばったり行き当たりばったりよ路地裏くねくねあてもなく行くのがとっても好きなのよ行き当たりばったり行き当たりばったり行き当たりばったりよ